Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la troisième session de cette série de Romidi sur l'accompagnement des personnes migrantes à statut précaire. Donc, aujourd'hui, on a la participation de Catherine Blédelil. Donc, attendez-moi, je vais partager maintenant l'écran. Euh, t- t- Donc, pour ceux et celles que c'est la première fois qu'ils nous joignent, dans les Romidis, juste pour vous confirmer. Les Romidis, ça fait partie des espaces de concertation, de partage, des fois informels, des fois on a beaucoup de personnes en salle, donc on ne peut pas partager beaucoup comme on veut, mais les Romis, c'est le regroupement d'organismes pour l'hébergement des personnes migrantes. On a déjà une quinzaine de membres ici à Montréal et dans quelques régions au Québec. Donc, on parle pas seulement d'hébergement, on parle des services aux personnes migrantes à statut précaire. Donc, on fait les remédies presque tous les mois. Et pour cette série spécifiquement, on a rencontré beaucoup d'intérêt au sujet de l'accompagnement des personnes migrantes à statut précaire qui sont victimes de violences. Je vais vous partager à la fin déjà les informations des séances précédentes. Donc, vous avez l'enregistrement de la première et ainsi les PDF de la première et la deuxième séance. Donc, comme j'avais dit, on vous invite aujourd'hui à favoriser les proximités et l'échange. Donc, si c'est possible, gardez les caméras ouvertes et s'il vous plaît, changez votre nom et ajoutez aussi l'organisme ou l'organisation pour lequel vous travaillez. Merci. Donc, Catherine Blédelil, elle est chargée de projet à la clinique Solutions Juste. Donc, un peu sur Catherine. Donc, avant de rejoindre la Montreal City Mission, Catherine était chargée au plaidoyer aux médecins du monde, Canada, où elle a notamment travaillé sur les droits à la santé des femmes migrantes à statut précaire. Elle a également travaillé pour les recours collectifs relatifs à la RAF des années 60. Catherine est titulaire de maîtrise en migration et relations interculturelles, Allemagne, Norvège, l'Afrique du Sud, et de maîtrise en développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa, ainsi que d'un baccalauréat en relations internationales et droit international à l'UQAM. Donc, juste pour vous confirmer, l'idée, c'est de garder les questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, notez-le. Ou sinon, vous pouvez la mettre aussi dans les chats, mais on va passer les questions à Catherine à la fin de la présentation, qui sera d'environ 45 minutes. OK? Donc, avec ça, Catherine, je te laisse la parole et j'arrête le partage. Merci beaucoup, Marcio, pour la belle présentation. Je vais juste partager mon écran rapidement. Est-ce que tout le monde peut bel et bien voir mon écran? Mhm. Super. Enchanté tout le monde. Pas besoin de me présenter vu que Mauricio vient de faire la belle présentation. Je suis très heureuse de voir des nouveaux visages et aussi des visages que je connais déjà ici parmi vous. Donc, c'est la dernière de la série du Remedi sur l'accompagnement des personnes migrantes qui vivent la violence conjugale. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'offrir une perspective qui est ancrée dans notre expertise en droit de l'immigration humanitaire et des réfugiés. On va parler spécifiquement du permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales. Donc, on va se pencher sur les critères d'éligibilité du permis, les services qui sont accessibles aux personnes qui sont titulaires du permis, puis les défis qui sont liés à sa durée limitée et son renouvellement. Donc, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que le PST, c'est une belle initiative, mais que malheureusement, il y a beaucoup d'obstacles au niveau du renouvellement du permis et de sa durée. Donc, sans tarder, j'aimerais vous présenter la clinique juridique Solutions Juste pour ceux et celles qui la connaissent pas. Donc, c'est un des programmes de la MCM, qui est un organisme qui existe depuis 1910, donc plus de 100 ans maintenant. La clinique, elle, existe depuis 20 ans pour offrir de l'information juridique et du référencement en droit de l'immigration humanitaire et des réfugiés. On fait également de l'accompagnement socio-juridique puis la représentation dans certains cas devant les instances administratives. Donc, on ne va pas devant les tribunaux, par exemple, ou à la cour d'appel. Donc, les deux autres volets de la NSEM qui existent, c'est le camp Cosmos, qui est un camp de jour pour les enfants issus de l'immigration, donc, et également de d'autres communautés.
Il y a également le programme Ma'an qui signifie ensemble en arabe. Donc, c'est des activités interculturelles et interconfessionnelles, donc des activités d'intégration pour les personnes immigrantes et réfugiées, puis également des personnes de différentes communautés culturelles et religieuses. Donc, au niveau de notre équipe au sein de la clinique, donc la clinique juridique, c'est vraiment le plus gros programme de la MCM. On est 4 intervenants et intervenantes juridiques, dont, et aussi une avocate au bureau de Québec qu'on vient d'ouvrir. Il y a un avocat superviseur de la clinique, Maître Richard Goldman, qui est un avocat qui spécialise en droit de l'immigration humanitaire encore, puis 2 personnes dans la coordination et 2 chargés de projet, ainsi que les stagiaires qui nous rejoignent à chaque session. Donc, c'est vraiment une expertise, encore une fois, qui est ancrée en droit de l'immigration humanitaire. Donc, ce qu'on fait pas, c'est du droit de l'immigration économique. Au niveau de la clientèle qu'on dessert, c'est des personnes qui cumulent multiples facteurs C'est de ça vulnérabilité. va faire le conseiller sur le document de Ouais, centralisation. je sais Ça, pas c'est une si... Ok, c'est bon. Donc, c'est des personnes, par exemple, qui vont cumuler multiples facteurs de vulnérabilité. Donc, on peut parler de personnes qui sont à risque d'itinérance, par exemple, ou des personnes qui vivent la violence conjugale, des personnes qui ont des problèmes de santé physique ou santé mentale grave. Encore une fois, dans les personnes qui nous contactent, c'est majoritairement des personnes migrantes à statut précaire ou sans statut. Donc, des demandeurs d'asile déboutés, par exemple, des personnes qui sont au Canada, qui ont un statut d'immigration expiré. Donc, on a plusieurs situations. On répond vraiment à tout le monde. Mais encore une fois, on va pas faire de la représentation, par exemple, pour les demandeurs d'asile. Donc, voilà. Donc, ce qu'on fait pas, c'est vraiment donner des conseils juridiques. Donc, oui, il y a des avocats au sein de notre équipe, mais vraiment, nous, ce qu'on donne, c'est de l'information juridique. Puis, évidemment, tous nos services sont gratuits en étant un organisme à but non lucratif. Puis, du côté des activités d'Anaïde, ben, on fait également de la recherche, du plaidoyer et de la sensibilisation. Donc, ça, c'est le projet sur lequel je travaille. Donc, je travaille présentement sur un projet qui est axé sur l'accès à la justice pour les femmes migrantes et les personnes migrantes LGBTQ+, à statut précaire et sans statut. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on offre des ateliers gratuits pour les intervenants et les intervenantes. On va également faire une campagne de sensibilisation. Puis on va produire un rapport d'analyse politique et juridique sur le sujet. Donc, restez à l'affût. Pour nous contacter, si justement vous connaissez une personne qui aurait besoin d'informations juridiques ou vous intervenez auprès d'une personne, vous pouvez nous indiquer soit votre nom, le nom de la personne directement, comment vous recontacter, donc soit par courriel ou par téléphone, les détails de la situation de la personne avec laquelle vous intervenez. C'est important de mentionner que les intervenants ou les intervenantes peuvent nous contacter, mais les personnes concernées peuvent nous contacter également directement. Donc, on répond à tout le monde. Si vous avez participé à un atelier, tout simplement nous dire à quel atelier vous avez participé. On fonctionne avec une liste d'attente, donc selon le niveau d'urgence. Donc, l'équipe d'intervenants juridiques va évaluer. Évidemment, on essaie de prioriser les cas les plus urgents. Donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui est dans une situation de détresse puis qui aurait vraiment besoin d'une référence immédiatement. Par exemple, on va parler de quelqu'un qui a une date de déportation dans une semaine. Donc, on essaie d'évaluer. C'est sûr qu'on priorise pas les situations de la même façon, dépendamment si c'est quelqu'un qui a une question concernant son permis de travail qui va expirer dans un an. Mais on va peut-être répondre plus rapidement à la personne qui a une date de déportation qui est imminente. Donc, c'est ça. Mais on répond à tout le monde, puis on essaie de répondre dans les meilleurs délais en étant conscient que nous aussi, avec les ressources qu'on a, c'est parfois difficile. On fait pas de rencontres sans rendez-vous. Donc, on a un bureau à Montréal et à Québec, mais on répond vraiment à tout le monde à travers le Canada et même les États-Unis. Donc, c'est important de le savoir. Par contre, on essaie de faire de notre mieux pour vraiment faire des rencontres en personne lorsqu'il y a des enjeux de mobilité ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Vous pouvez nous contacter soit à travers notre formulaire en ligne, par courriel ou par téléphone. Si vous nous contactez par téléphone, c'est important de laisser un message vocal avec le plus d'informations possible, surtout si c'est une situation d'urgence, pour qu'on puisse vous rappeler rapidement. Puis, effectivement, indiquer le numéro auquel vous rappelez. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, pour le temps qu'on a, on couvrirait les différents recours en matière d'immigration.
pour les personnes qui vivent de la violence. C'est sûr qu'on va se pencher beaucoup plus sur les personnes qui sont en situation de parrainage parce que, comme on va le voir avec le permis de séjour temporaire, c'est notamment les personnes qui sont sous la catégorie de regroupement familial, donc en contexte de parrainage, qui sont admissibles au PSC, mais il y a également d'autres situations dans lesquelles des personnes pourraient être admissibles. Donc, on va donner un peu ce contexte-là puis expliquer en quoi il y a différents recours en matière d'immigration qui est possible selon différentes situations. Par la suite, on va parler du permis de séjour temporaire, lui qui nous intéresse. Si je parle beaucoup de violence conjugale, c'est en fait parce que le permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales, malgré son nom, se met vraiment en œuvre dans un contexte de violence conjugale et non de violence familiale. Donc, on va faire cette nuance-là qui est quand même importante à mettre de l'avant. Puis on va finir avec les options qui sont disponibles pour obtenir la résidence permanente parce que malheureusement, le PST pour les victimes de violences familiales est un permis temporaire et donc c'est pas une solution à long terme pour les personnes qui souhaitent l'obtenir. Donc, c'est quoi les différents recours qui sont possibles en matière d'immigration pour les personnes migrantes qui subissent la violence conjugale? On pourrait même inclure là-dedans les personnes qui subissent la violence basée sur le genre. Ce qui est important à savoir, c'est qu'à différentes situations, il y a différentes solutions. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre l'histoire de la personne, tant au niveau que son historique dans son pays d'accueil que sa situation actuelle pour essayer de savoir ça va être quoi la meilleure option au niveau de l'immigration surtout lorsqu'il y a une perte de statut qui est liée à la violence. Donc, on parle surtout des statuts qu'on appelle souvent des statuts de dépendance. Donc, lorsque le statut d'immigration dépend de leur partenaire, quand il y a une violence qui s'installe dans ces contextes-là, ben évidemment, il y a différents recours qui sont possibles, mais il y a différentes situations qui arrivent souvent à la clinique auxquelles on entend souvent parler de nos partenaires. Donc, on peut penser de situations de personnes qui vivent de la violence basée sur leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Donc, on peut penser aux personnes migrantes de la communauté LGBTQ+. On peut également penser aux personnes dont la demande de parrainage est en cours, donc qui sont dans un contexte de parrainage puis qui subissent la violence. On va rentrer là-dedans dans quelques secondes pour les personnes qui connaissent pas c'est quoi le parrainage. Il y a également les personnes dont la demande d'asile est rattachée à la demande d'asile de leur époux ou leur conjoint de fait. Puis il y a également les personnes dont le permis de travail ouvert est rattaché au permis de travail de leur époux ou leur conjoint. Donc évidemment, ça, c'est quelques situations parmi tant d'autres qui peuvent arriver. Mais je crois qu'on va essayer de couvrir brièvement dans quelle de ces situations il peut y avoir les différentes solutions. Évidemment, il faut toujours évaluer l'urgence de la situation. Donc, ce qu'on veut dire par ça, c'est que dans certaines situations, ça sera pas nécessairement le statut d'immigration qui va être l'aspect la plus pressante pour la personne. Donc, dans certaines situations, ben, ça va être de s'assurer que la personne est en sécurité, de son bien-être. Donc, peut-être pour des intervenants au sein des cliniques juridiques, pour d'autres intervenants, ça serait de faire le pont, par exemple, avec SOS violence conjugale, si la personne a besoin d'un suivi psychosocial, par exemple. Ça peut être tant au niveau de, tu sais, du logement, si la personne est à risque d'itinérance, puis ça peut être de rechercher un hébergement d'urgence. Donc, c'est quand même bien de tenir compte de ça. Donc, j'expliquerai le parrainage, puis pourquoi je me penchais un peu plus sur le parrainage, encore une fois, c'est parce que le permis de séjour temporaire a été fait notamment pour les personnes dans cette situation-là. Donc, c'est quoi le parrainage? La loi puis le règlement sur l'immigration et la protection du réfugié prévoit que les citoyens canadiens, résidents permanentes ou les personnes autochtones qui ont le statut d'Indien au sens de la loi sur les Indiens peuvent parrainer une personne étrangère dans la catégorie du regroupement familial pour qu'ils puissent obtenir la résidence permanente. Donc, je donne un exemple très concret de ça, là. J'aime bien utiliser les exemples, je crois que c'est un peu plus concret. Donc, si moi, Catherine, je suis une citoyenne canadienne, puis je me suis mariée avec Raphaël, qui est une personne étrangère. On décide ensemble, une fois que Raphaël est au Québec sous un statut de visiteur, que la meilleure façon pour lui d'obtenir la résidence permanente puis de rester ici avec moi au Canada, ça serait le programme de parrainage. Donc, dans ce cas-ci, ben moi, je pourrais décider de soumettre une demande de parrainage avec Raphaël pour qu'il puisse obtenir la résidence permanente. Dans ce contexte-là, une fois que Raphaël, son statut de visiteur va expirer,
Ben, il y a une demande de parrainage qui est en cours, donc c'est un statut implicite. C'est important de savoir que le parrainage en tant que tel n'est pas un statut d'immigration, mais Raphaël pourra rester ici au Canada avec moi le temps du traitement de sa demande. Pour vous donner un exemple, le temps de délai de traitement au Québec est de 39 mois pour une demande de parrainage. Actuellement, le Québec n'accepte pas de nouvelles demandes de parrainage jusqu'à juin prochain. Donc, c'est important à savoir que le programme est actuellement fermé. Mais les délais de traitement en date du 9 octobre sont de 39 mois. Donc, on parle de 3 ans dans une période d'attente dans laquelle Raphaël reste ici au Canada, a peut-être un statut qui a expiré, puis est en attente. C'est un peu moins long dans d'autres provinces. Donc, c'est 22 mois dans les autres provinces canadiennes. C'est important aussi de savoir quand on parle d'époux-épouse, conjoint de fait, c'est selon quand même les critères. Donc, pour les époux, on parle de personnes qui sont âgées d'au moins 16 ans. Donc, ça doit être un mariage valide en vertu des lois canadiennes si c'est un mariage à l'étranger. Donc, par exemple, un mariage fait sur WhatsApp, malheureusement, ça ne compterait pas. Pour les conjoints de fait, on parle d'une relation conjugale depuis au moins 1 an. Donc, c'est important à savoir que lorsqu'on parle des conjoints de fait, ça doit être une relation qui dure depuis au moins 1 an, puis que les conjoints vivent ensemble. Partenaire conjugal, c'est les situations dans lesquelles la relation dure depuis au moins 1 an, mais la cohabitation a été impossible pour des raisons en dehors de leur volonté. Donc, par exemple, on pourrait parler d'un couple du même sexe qui sont dans un pays où ben, les relations de même sexe sont criminalisées. Donc, dans ce cas-ci, ils n'ont pas pu vivre ensemble pour des raisons en dehors de leur volonté. Donc, dans cette situation-ci, par exemple, c'est des partenaires conjugaux. Il y a également des motifs religieux qui pourraient expliquer le fait que les personnes n'ont pas été capables d'habiter ensemble ou des obstacles liés à l'immigration. Encore une fois, c'est entre personnes de plus de 16 ans au Québec et 18 ans dans d'autres provinces. Donc, pour être parrainé, il faut vraiment démontrer qu'il y a une relation authentique entre les partenaires, donc que ça n'a pas été initié pour des raisons d'immigration. Donc, on peut faire ça en présentant, par exemple, des photos de mariage avec la famille ou autre. Au Québec, il n'y a pas de revenu minimum aussi pour parrainer un conjoint, une conjointe, un époux, une épouse ou un partenaire conjugal. Par exemple, il faut que la personne garante ne soit pas sur l'aide sociale, donc à moins que ce soit sur le barème de la solidarité sociale, donc des contraintes sévères à l'emploi, des raisons liées à l'invalidité. Puis, il y a des revenus qui s'appliquent après si, par exemple, on parraine quelqu'un qui a un enfant à charge qui, eux aussi, a un enfant à charge. Donc, on peut parler, par exemple, dans la situation avec moi et Raphaël. Si Raphaël a un enfant, je pourrais parrainer Raphaël et son enfant. Mais si l'enfant de Raphaël a un enfant, ben là, il faudrait prouver des revenus minimums, mais on rentre un peu plus dans les exceptions. Il y a aussi des raisons pour lesquelles une personne ne pourrait pas parrainer, mais avec le temps qu'on a aujourd'hui, on rentre pas dans ces exceptions-là. Donc, il y a aussi des situations, par exemple, la personne parrainée est interdite de territoire. Il y a des façons de relever l'interdiction de territoire, mais il y a d'autres cas où on ne peut pas surmonter cette interdiction. Donc, dans certains cas, on pourrait plaider des motifs humanitaires, mais il y a d'autres cas quand c'est lié à la sécurité, le crime organisé ou des violations qui auraient été commises au niveau des droits humains, ben, on ne peut pas surmonter l'interdiction de territoire. Donc ça, c'est un peu sur le parrainage. Mais comme je vous expliquais avec l'exemple de moi et Raphaël, c'est pour ça qu'ici, on voit que le parrainage crée des relations de pouvoir inégales au sein d'un couple. Au sens où Raphaël, sa demande de résidence permanente dépend entièrement de sa relation avec moi. Puis au Québec, il y a une obligation de vivre ensemble pendant ce moment-là. Une fois que la demande de parrainage est acceptée, on a un double engagement envers la personne parrainée et envers l'État. Qu'est-ce qu'on veut dire par envers la personne parrainée? En fait, la personne qui parraine doit couvrir tous les besoins financiers de la personne qu'elle parraine. Donc, moi, ici, je devrais subvenir à tous les besoins de Raphaël. Qu'on parle de son logement, on parle de la nourriture, ses titres de transport, ses soins dentaires, soins de la vue, tous les médicaments qui seraient pas couverts, même au niveau de son téléphone, le loyer, donc absolument tout. C'est également une obligation envers l'État. Donc, au sens où on doit s'assurer que la personne n'ait pas recours à l'aide sociale, donc ne devienne pas un fardeau
financier sur l'État, je les mets en guillemets, évidemment. Mais c'est ça, si la personne parrainée a recours à l'aide sociale, le parrain va être obligé de rembourser les sommes. Puis au Québec, c'est impossible d'annuler cet engagement-là. Pour vous donner une idée de la durée de l'engagement, c'est 3 ans pour les époux et les conjoints de fait. Puis ça peut aller jusqu'à 10 ans lorsqu'il y a un enfant à charge. Par exemple, c'est 10 ans pour des enfants de moins de 16 ans ou jusqu'à l'âge de la majorité. Donc, on voit que cette période d'engagement-là, elle est très longue. Même en cas de divorce ou de séparation, de problèmes financiers, de déménagement dans une autre province, c'est vraiment impossible au Québec d'annuler l'engagement. Même dans le cas où la personne parrainée obtiendrait la citoyenneté canadienne pour X raisons. Donc, c'est quand même important à savoir. Puis c'est dans cette situation-là aussi où on voit que les personnes qui sont parrainées sont extrêmement vulnérables parce qu'elles dépendent de leur partenaire violent, euh, vraiment au niveau de leur demande d'immigration. On l'a pas mentionné un peu plus tôt avec Mauricio, mais en fait, on va garder les questions pour la fin, donc n'hésitez pas à l'écrire dans le chat pour pas l'oublier ou quoi que ce soit. Ça se peut qu'il y ait des choses qu'on couvre par la suite, mais c'est ça, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat s'il y a quoi que ce soit qui manque de clarté ou que vous aimeriez avoir des précisions par la suite. Donc, c'est ça. On voit que les personnes en contexte de parrainage vraiment sont très vulnérables à la violence conjugale. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la violence conjugale dans toutes les situations de parrainage? Évidemment, non. Mais on voit qu'il y a vraiment cette dynamique de pouvoir inégal qui se crée entre les partenaires. Puis, je reprends l'exemple de Raphaël où sa demande de résidence permanente dépend entièrement de sa relation avec moi. Donc, dans la situation où une personne parrainée décide de quitter leur partenaire à cause de la violence avant d'avoir obtenu la résidence permanente, la demande de parrainage serait rejetée parce qu'il y a l'obligation de vivre ensemble jusqu'à l'obtention de la résidence permanente. Donc, ce qui arrive, c'est que si la personne est arrivée sur un statut d'immigration qui est maintenant expiré, la personne qui est parrainée va devoir trouver un autre moyen pour régulariser son statut et éventuellement obtenir la résidence permanente, c'est encore quelque chose qu'elle souhaite faire. Donc, on voit que c'est un contexte qui est assez particulier où, d'un côté, si on quitte son partenaire violent, ben, on risque de perdre sa possibilité d'obtenir la résidence permanente puis de devoir trouver un autre moyen de régulariser son statut. Puis, ben, sinon, on reste dans une situation de violence. Donc, c'est un peu un couteau à double tranchant. Donc, c'est très problématique. C'est aussi important de mentionner qu'avant 2017, il y avait une résidence permanente conditionnelle de 2 ans. Donc, il fallait même rester avec notre partenaire jusqu'à 2 ans après l'obtention de la résidence permanente. C'est plus le cas. Donc, il y a un plaidoyer qui avait été mené pour justement enlever cette résidence permanente conditionnelle de 2 ans. Donc, on salue le fait que ça n'existe plus. Maintenant, il y a d'autres situations qui arrivent où les personnes font à croire qu'une demande de parrainage quand il n'y a aucune demande de parrainage qui est en cours. C'est ce qu'on appellerait un faux parrainage. Donc, c'est la situation dont certaines personnes témoignent. Donc, je reprends l'exemple de moi et Raphaël. Si Raphaël, par exemple, je lui dis que en arrivant ici au Québec, par exemple, donne-moi tous tes papiers d'immigration, je vais faire ta demande de parrainage, tu peux me passer ton passeport, je vais m'occuper du formulaire, t'inquiète pas. Mais qu'en fait, je soumets pas de demande de parrainage, soit que c'est intentionnel ou pas, mais je laisse à croire à mon partenaire qu'une demande de parrainage a été envoyée. Mais dans cette situation-ci, ça permet au partenaire violent d'exercer un certain contrôle sur la personne étrangère, donc sur leur partenaire, la personne qui serait soi-disant parrainée. Donc, dans cette situation-ci, ce qu'on entend parfois, c'est qu'il y a des menaces de si tu me quittes, ben, je peux l'appeler l'agent des services frontaliers du Canada. Je peux t'accuser de kidnapping si tu quittes avec les enfants. Donc, ça peut vraiment devenir un outil de contrôle utilisé par les partenaires violents euh, pour menacer puis faire de l'abus, en fait. Donc, dans ces situations-ci, c'est quoi les recours qui sont possibles en matière d'immigration? Il y en existe plusieurs. Évidemment, il y a toujours les recours en matière d'immigration économique.
Pour ça, c'est vraiment important toujours, encore une fois, de bien comprendre l'histoire de la personne, puis de consulter un expert juridique en la matière. Donc, évidemment, lorsque c'est possible, une avocate en droit de l'immigration. Puis pour les volets de l'immigration économique, il faut vraiment consulter une avocate spécialisée en droit de l'immigration économique. Il y a également la demande d'asile qui peut être une option pour certaines personnes. Donc, évidemment, s'il y a des motifs de persécution qui seraient dus à un des 5 facteurs, donc soit des motifs de persécution liés à la race, la religion, la nationalité, l'opinion politique ou l'appartenance à un groupe social, par exemple les personnes de la communauté LGBTQ+, qui auraient des craintes de persécution dans leur pays d'origine, liées à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ça peut être une option, ou par exemple, euh, les femmes, ça peut rentrer aussi dans l'appartenance à un groupe social. Donc, si par exemple, personnes craignent, pour des raisons liées à leur genre, d'être persécutées. Il y a aussi plusieurs raisons pour lesquelles une demande d'asile pourrait être irrecevable. Donc, par exemple, si la personne a une mesure de renvoi, la criminalité grave ou a demandé l'asile par le passé. Donc, c'est vraiment là où c'est important de bien comprendre tous les éléments, toute l'histoire de la personne. Puis pour ça, c'est extrêmement important de consulter, encore une fois, une avocate en immigration. Au niveau de l'erreur, ça serait un peu plus rare qu'arriverait cette situation-là. Ça serait seulement dans le cas où ça serait proposé par l'Agent des services frontaliers du Canada. Il y a un taux d'acceptation qui est très faible, donc dire que c'est un recours, c'est plus ou moins vrai, mais il peut y avoir des situations où la personne serait proposée à une erreur par les agents des services frontaliers. C'est seulement pertinent si, par exemple, la personne a déjà fait une demande d'asile par le passé ou qu'elle a une mesure de renvoi contre elle, ce qui serait pas nécessairement le cas pour les personnes qui ont ou simplement outrepassé la durée de leur visa. Mais aujourd'hui, on va plus se pencher sur le permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales pour vraiment vous expliquer en quoi consiste cette option-là. Puis, on va rapidement parler de la demande humanitaire qui peut être une option plus à long terme pour certaines personnes qui rentreraient pas dans les autres cases, par exemple l'immigration économique ou la demande d'asile. Donc, le permis de séjour temporaire, c'est quoi les critères d'éligibilité du permis? Quels services sont accessibles aux personnes qui ont ce permis-là? Puis c'est quoi les défis liés à son renouvellement puis la durée? Premièrement, c'est un permis qui est temporaire, donc c'est une autorisation exceptionnelle pour rester au pays. C'est un permis qui est relativement nouveau. Il existe depuis 2019. Donc, c'est ça, c'est vraiment un permis qui va être traité en accéléré. Donc, il y a également le permis de séjour temporaire régulier. Il y a un permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales et un autre pour les personnes qui sont victimes de traite humaine. Donc, pour le permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales, ça va être vraiment traité en accéléré. Donc, c'est pour permettre aux personnes qui ont vécu de la violence ainsi que leurs enfants à charge d'obtenir un statut d'immigration temporaire. Puis, c'est destiné spécifiquement justement aux conjointes et leurs enfants. On va expliquer un peu plus tôt au niveau des critères d'admissibilité liés aux enfants. Mais malheureusement, c'est pas la violence familiale au sens large. Donc, on parle vraiment ici de situations de violence conjugale. Donc, les enfants sont uniquement admissibles s'ils sont dans la demande du parent qui subit de la violence conjugale. Donc, on pourrait pas, par exemple, parler de violence familiale au sens de parents qui subiraient de la violence de leurs enfants. Tu sais, si on parle aux parents plus aînés ou de violence entre frères et sœurs, par exemple. Donc, ça s'appliquerait vraiment pas. On parle vraiment juste de situations de violence conjugale, malgré son nom. Au niveau du droit de l'immigration, mais il y a vraiment une interprétation de la violence conjugale qui est beaucoup plus large que le droit criminel. Donc, pour une des rares fois, on peut peut-être saluer le droit de l'immigration d'être à l'avance sur cet aspect-là. Donc, c'est une notion qui inclut le contrôle coercitif. Je reviendrai peut-être pas dans la définition du contrôle coercitif qui a été bien présentée par le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes lors de la première série du Remedy. Donc, si ça vous intéresse, c'est disponible sur YouTube. Mais ça inclut également la violence conjugale puis le contrôle coercitif. Donc, on peut parler de maltraitance physique, sexuelle, psychologique, financière ou même de la négligence. Donc, la violence n'est pas obligée d'être uniquement physique.
Puis ça peut être la violence qui a été faite par le passé, donc ça inclut aussi la violence post-séparation. Donc c'est important de le mentionner. Au niveau des frais de traitement, ben, c'est important de savoir que toutes les demandes de PST sont gratuites. Évidemment, si vous ayez recours à un avocate ou un consultant en immigration, il y a des frais qui sont liés à ça. Mais en tant que telle, la demande est gratuite ainsi que les demandes de renouvellement. C'est une modification qui a été amenée depuis le 4 février. Donc, avant, les demandes de renouvellement il y avait des frais qui étaient associés à ça. Maintenant, c'est gratuit comme la demande initiale. Donc, ça inclut également les données biométriques. Donc, c'est important de savoir que c'est gratuit. Donc, il ne faut pas payer pour la demande. Au niveau de la durée du permis, la durée minimale est de 12 mois. Avant, c'était de 6 mois, donc avant le 4 février. Maintenant, la durée minimale est de 12 mois jusqu'à un maximum de 3 ans. C'est vraiment à la discrétion de l'agent de l'IRCC. Donc, de notre expérience, nous, ce qu'on voyait avant la modification, c'était des permis qui étaient octroyés pour une durée de 7 mois à 1 an et demi. Mais on n'a jamais vu de permis qui a été octroyé pour une durée de 3 ans. Donc, voilà. Puis, pour soumettre une demande, c'est vraiment important de savoir que ça doit pas être envoyé au centre de traitement des demandes d'Edmonton, mais ça doit vraiment être envoyé à l'unité des personnes vulnérables de l'IRCC à Toronto avec la mention violence familiale pour que ça soit traité en accéléré et non comme un permis de séjour temporaire, régulier. Donc ça, c'est certaines des choses qui sont importantes à savoir. Au niveau du taux d'approbation du permis, le permis initial a quand même un haut taux d'approbation. On parle de 69% des demandes qui ont été soumises en 2019 et 2023 ont été acceptées. Mais pour les demandes de renouvellement, c'est très, très rare qu'elles sont acceptées. Donc, c'est quand même important à savoir. Au niveau des services qu'on a accès lorsqu'on a un PST-VF, on peut avoir une couverture médicale gratuite sous le programme fédéral de santé intérimaire. Ça, c'est quand on n'a aucune autre couverture médicale. Donc, si par exemple la personne serait pas couverte sous la RAMQ encore pour une certaine durée ou par exemple aurait une assurance médicale privée. Il faut faire la demande de PFSI séparément à la demande de PST. Donc, c'est important de le savoir. De manière générale, le PST aussi permet pas à une personne de sortir et puis de revenir au Canada. Puis, ben, le permis de séjour temporaire, quand on fait la demande, habituellement, on applique pour un permis de travail ou un permis d'études. Donc, il y a la possibilité de faire l'un ou l'autre, ou d'appliquer pour un permis de séjour temporaire sans permis d'études ou permis de travail. Donc, ça, c'est une autre option, mais habituellement, les personnes appliquent pour un permis de travail avec le PST de manière générale. Malheureusement, ça donne pas accès à l'aide sociale au Québec, mais on peut toujours appliquer pour une demande d'aide sociale discrétionnaire. On peut également avoir accès à l'aide financière pour les victimes d'actes criminels, de violences conjugales ou de violences sexuelles, sous l'aide financière d'indemnisation des victimes d'actes criminels, donc l'IVAC, lorsqu'il y a eu un acte criminel, évidemment. Donc ça, il faut aller voir les critères d'admissibilité. Il y a également la possibilité d'être admissible à l'aide financière d'urgence pour les personnes qui ont subi de la violence sexuelle ou de la violence conjugale. Donc, pour ça, il faut contacter Info Violence Sexuelle ou SOS Violence Conjugale. Au niveau des personnes qui sont admissibles, on retourne un peu au parrainage. Donc, les cas de figure qui sont ici, c'est vraiment les cas de figure qui sont présentés par l'IRCC, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Donc, on parle surtout des personnes qui sont sous la catégorie de regroupement familial, des conjoints de fait ou des épouses. Donc, on parle ici des personnes qui sont en situation de parrainage. Donc, je donnais l'exemple de moi et Raphaël. Donc, dans cet exemple-ci, c'est si moi, par exemple, ensemble, on a soumis une demande de parrainage, puis Raphaël veut quitter la relation violente, il pourrait soumettre une demande de PST, justement. C'est également pour les personnes, donc la demande de parrainage a été retirée par le répondant. Donc ça, c'est la situation où, par exemple, moi, la personne violente, dans le cas fictif, retirait la demande de parrainage. Dans cette situation-là, Raphaël pourrait également appliquer au PST.
Il y a également les personnes qui sont amenées à croire qu'une demande de parrainage a été soumise quand c'est pas le cas. Donc ça, c'est le faux parrainage dont on a expliqué un peu plus tôt. L'autre situation qui pourrait être présentée, c'est des résidents temporaires qui avaient l'intention de présenter une demande de résidence permanente. Donc les personnes qui sont ici sous un statut temporaire, mais qui voulaient présenter une demande de parrainage pourraient être admissibles. Donc ça, c'est les cas qui sont démontrés par les RCC, mais il y a également d'autres situations qu'on voit dans lesquelles les personnes ont été admissibles. Puis ça, c'est notamment dans nos discussions avec des avocates qui ont fait des PST qui ont été acceptées dans d'autres situations. Donc, il y a un certain flou autour des personnes qui sont admissibles au niveau du PST. Puis c'est notamment parce que c'est à la discrétion des agents d'immigration, en fait, de décider si la personne est admissible ou pas. D'autres situations, on a vu des cas de PST, VF qui ont été acceptés. Ça a été notamment pour des personnes d'immigration dont le statut dépendait de leur conjoint de fait ou leur époux. Donc, on peut parler, par exemple, de la situation dans laquelle une personne a un permis de travail ouvert rattaché au permis de travail fermé de leur conjoint. Donc, dans ces situations-ci, il y a des avocates qui ont réussi à avoir des PST pour ces personnes-là. Il y a d'autres situations, par exemple, c'était pas nécessairement des cas de violence conjugale à proprement dit, mais il y a certaines avocates aussi qui ont réussi à avoir des PST qui ont été acceptés pour des personnes qui ont subi de la violence basée sur le genre ou des violences sexuelles, mais qui n'étaient pas dans le contexte d'une relation amoureuse. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi dans ces situations-ci les PST sont acceptés, mais encore une fois, ça relève un peu du fait que le permis est flou, incluant les critères d'admissibilité, puis ça relève vraiment du pouvoir discrétionnaire des agents de l'IRCC, qui est un très large pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré. Donc, j'ai parlé un peu plus tôt des enfants puis leur admissibilité, mais vraiment, les enfants en charge sont admissibles lorsqu'ils sont inclus dans les demandes des parents qui vivent de la violence. Donc, un enfant à lui seul ne pourrait pas faire ce type de demande-là, donc sans le parent qui vit de la violence conjugale. Donc, on pourrait penser à des situations notamment où un enfant est sous la protection de la DPJ. Mais dans cette situation-ci, si le parent qui vit la violence n'a pas soumis une demande de PST avec l'enfant inclus dans son demande, malheureusement, l'enfant serait pas éligible au PST pour les victimes de violences familiales. Donc, encore une fois, c'est pour ça que de notre perspective à la clinique juridique, le permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales en est vraiment un pour les victimes de violences conjugales et non un pour les victimes de violences familiales. Pour les personnes qui ont une demande d'asile conjointe avec leur partenaire, donc des personnes qui ont soumis une demande d'asile ensemble, ben, les personnes seraient pas admissibles au PST, ni les personnes protégées, donc les personnes qui ont une demande d'asile acceptée ne pourraient également pas appliquer au PST pour les victimes de violences familiales. Par exemple, c'est important de savoir que les demandeurs d'asile qui ont une demande conjointe pourrait séparer les demandes d'asile auprès de la section de la protection des réfugiés, de la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés du Canada. Par contre, il faut absolument le faire avec une avocate en immigration parce que ça peut vraiment avoir une conséquence sur la demande d'asile de la personne. Donc, si par exemple la demande d'asile a été amenée pour des raisons de persécution qui étaient spécifiques au conjoint, donc, par exemple, dans une situation où moi et Raphaël sommes des demandeurs d'asile, puis que Raphaël a reçu des menaces de mort dans notre pays d'origine, puis que moi, je croyais également être concernée par ces menaces de mort-là, ben, il faudrait que l'avocate évalue également, ça serait quoi l'impact de séparer nos demandes, vu que les menaces de mort étaient plus à Raphaël. Donc, là, c'est peut-être un peu loin dans mon explication. Mais c'est juste important de comprendre que ça peut vraiment nuire, ça pourrait potentiellement nuire en fait à la demande d'asile. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de consulter une avocate en immigration. Pour les réfugiés acceptés, la séparation n'aurait pas de conséquences sur le statut d'immigration. Donc ça, c'est important à savoir là, pour les personnes protégées, ça n'aurait pas de conséquences. Il y a d'autres situations qui est arrivée à la clinique. Donc, on peut penser à
une personne dont la demande de parrainage est en cours. On n'a pas encore obtenu la résidence permanente. Puis le parrain décède. Donc, je reprends encore une fois, je m'excuse, là, toujours l'exemple de moi et Raphaël. Donc, si Raphaël est ici au Canada, puis son statut de visiteur expire, mais on a une demande de parrainage en cours, et moi, Catherine, la personne qui le parraine, je décède. Malheureusement, la demande de parrainage de Raphaël serait rejetée. Donc, c'est assez tragique comme situation. La personne vit un deuil, sa demande de parrainage va être rejetée. Donc, ce qui est arrivé dans cette situation-là, ce qu'on a vu à la clinique, c'est que les personnes se font offrir la possibilité de présenter une demande humanitaire. De notre expérience, ces demandes-là ont été acceptées, mais encore une fois, il n'y a aucune garantie. Donc, voilà. La fameuse question, est-ce que le statut d'immigration de la personne doit être expiré au moment où on fait une demande de PST? De manière générale, oui. Donc, tout sur le site de l'IRCC indique que tant la personne qui fait une demande de PST ou ses enfants en charge doit avoir un statut expiré. Donc, techniquement, oui. Par contre, il y a eu certaines situations dans lesquelles des PST ont été délivrés à des personnes qui avaient un statut valide. On comprend pas pourquoi. C'est important de savoir que c'est l'exception et non la règle. Donc, voilà. Puis pour savoir les motifs pour lesquels une demande de PST est rejetée, ben, c'est pas écrit dans la lettre, justement, où la demande de PST est rejetée. Donc, vous faire une demande à l'information, puis ça peut prendre des mois. Donc, voilà. Au niveau des preuves qui peuvent être étayées, il y a plusieurs différents types de preuves qui peuvent être mises de l'avant. Au Canada, il n'y a aucune obligation de témoigner contre son agresseur pour obtenir un PSTVF. Donc, il n'est pas obligé nécessairement d'avoir une plainte à la police ou un procès au criminel contre la personne violente. Mais entre vous et moi, c'est sûr que de notre expérience, puis à discuter avec des avocats et des avocates, c'est sûr qu'on voit qu'il y a des preuves, malheureusement, qui pèsent plus lourd que d'autres, même si c'est ça, c'est pas supposé être le cas. Donc, c'est sûr que d'avoir des documents des tribunaux criminels ou tu sais, des plaintes ou des rapports de police, ben, ça peut peser plus lourd, malheureusement, que par exemple uniquement avoir des lettres de soutien d'un organisme ou d'un refuge pour les personnes de victimes de violences conjugales. Mais encore une fois, on peut aller chercher, par exemple, des évaluations qui seraient menées par des psychologues ou un psychiatre ou une travailleuse sociale, thérapeute. Ça peut être des photos de blessures, ça peut être des photos, des messages textes, des lettres, des transcriptions. Donc, le plus de preuves qu'on met, le mieux. C'est ça qui est important à savoir. Puis, on peut être très créatif au niveau des preuves également. On peut inclure des lettres des personnes qui ont été dans l'entourage, qui ont été témoins de la violence. Donc, voilà, on peut également inclure, par exemple, des lettres du personnel de la santé, des médecins qui auraient été en contact avec la personne, ou même des infirmières. Donc, soyez créatifs. Donc, tout ça pour dire que le permis de séjour temporaire, c'est une bonne initiative. Oui, ça peut donner un certain moment pour permettre à la personne de se relever et trouver une autre façon de régulariser son statut, mais c'est pas une solution à long terme. Puis, ce qu'on voit au niveau des problèmes, ben, c'est vraiment le fait que c'est une très courte durée. Donc, on parle d'un permis d'1 an minimum. On n'a jamais vu un permis, encore une fois, qui a été octroyé pour une durée de 3 ans. On s'entend qu'une personne qui a subi de la violence a besoin de plus d'1 an pour se remettre sur pied. Vraiment, peut-être besoin de soutien psychosocial à long terme. Également, 1 an pour certaines personnes de se trouver un travail ou peut-être que la personne aussi n'est pas apte à retourner au travail, dépendamment de son état de santé physique et mentale. Puis on voit vraiment un faible taux de succès des demandes de renouvellement. Donc ça, c'est encore vraiment un souci. Si on a seulement un permis qui est valide pendant 1 an, on peut penser notamment aux personnes qui vont avoir d'autres démarches, par exemple au niveau du droit de la famille ou du droit criminel. Ben ça aussi, ça peut nuire au processus de justice. Donc on a témoigné de certaines situations dans lesquelles des personnes ont eu des permis de séjour temporaires qui n'ont pas été renouvelés, puis qui avaient la date
à laquelle ils devaient aller témoigner à leur procès au criminel, qui était après la date d'expiration de leur permis. Donc, ces personnes-là n'ont pas pu témoigner à leur propre procès. Donc, on peut vraiment parler d'une injustice flagrante. Puis, encore une fois, c'est le fait que c'est pas une solution à long terme. Donc, dans certaines situations, ben, la solution à long terme, ça va être la demande humanitaire. C'est vraiment une option de dernier recours lorsque toutes les autres alternatives ont été épuisées. Puis, pas pour vous décourager, mais en date du 9 octobre, la période d'attente est de 10 ans pour le traitement des demandes humanitaires. Donc, on parle de 17 000 personnes qui sont en attente. C'est impensable. Puis, ben, lorsqu'on soumet une demande humanitaire, ça ne donne pas accès à des services comme un permis de travail ou, par exemple, à une couverture médicale. Donc, c'est vraiment une situation qui peut être extrêmement précaire si la personne n'a pas... c'est ça. Donc, si, par exemple, son permis de séjour temporaire est expiré puis qu'on n'a plus accès à certains services, puis qu'on soumet une demande humanitaire, il peut... ça peut le retrouver dans une situation qui est très fâcheuse. Donc, il y a plusieurs arguments qu'on peut mettre de l'avant lorsqu'on soumet une demande humanitaire. Mais encore une fois, on donne des ateliers qui sont beaucoup plus détaillés là-dessus. Donc, je crois que je vous inviterais à consulter nos ateliers sur la demande humanitaire si jamais ça vous intéresse. Mais certaines des choses qui peuvent être mises de l'avant, c'est évidemment le bien-être puis l'intérêt des enfants, l'état de santé physique et mentale de la personne, les craintes liées à l'avenir puis les risques de retour dans leur pays d'origine. On peut également soumettre l'intégration au Canada dans cette situation-ci. L'intégration au Canada puis les liens avec le Canada peuvent être un argument qui est un peu moins fort si ça fait peu de temps que la personne est au Canada. Donc, c'est des choses à considérer, mais évidemment, si on pense à faire une demande humanitaire, il faut toujours considérer, consulter plutôt une avocate ou un avocat en droit de l'immigration. Donc voilà, c'était un résumé très, très, très rapide d'un sujet auquel on prend habituellement 3 heures à expliquer. Donc je m'excuse s'il manquait de précision. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions au mieux, ben, ce qui est possible avec le temps en fait qui nous reste. Donc ça, c'est certaines des ressources que vous pouvez voir, mais évidemment, c'est une liste non exhaustive de ressources pour les personnes qui vivent la violence conjugale. Puis n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions, vous voulez collaborer avec nous justement sur notre campagne de plaidoyer sur la modification du permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales. Donc, Ben, merci beaucoup, Catherine. C'était effectivement, ben, c'était à la fois très, très clair. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup d'informations. voilà. Super. Ben, merci vraiment beaucoup. Partez pas tout de suite. Il nous reste 2 minutes que mon collègue Mauricio va utiliser pour vous présenter où trouver les ressources de cette série qu'on a eue sur les, euh, les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables. Donc, merci encore une fois, Catherine. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. Puis, Mauricio, je te passe la parole en conclusion. Oui, donc merci Catherine, c'était très intéressant. Donc voilà, vous savez le code QR, j'ai mis sur les chats aussi les liens. Vous pouvez accéder déjà à l'enregistrement de la première séance qui c'était avec les regroupements de maisons des femmes victimes de violences. Après, on a aussi la présentation PowerPoint utilisée ce jour-là. Pour la deuxième séance, que c'était avec la ligne financière d'urgence pour les personnes victimes de violences. Ça, la séance n'était pas enregistrée, c'était pas possible, mais on a la présentation utilisée ce jour-là, donc vous pouvez aussi accéder à cette information. Et cette séance avec Catherine, on va aussi la partager à travers notre chaîne YouTube. J'ai partagé les liens sur les chats aussi. Et la présentation aussi sera disponible bientôt sur la même page de notre site web. Donc, avec ça, on vous dit merci beaucoup, Catherine, de nouveau. Merci beaucoup pour la présentation. C'était génial. Et avec cette séance, on ferme donc cette série sur l'accompagnement des personnes migrantes victimes de violences. Mais juste pour confirmer que le remédie continue, on va partager donc avec toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont dit oui à continuer à recevoir nos notifications et informations. On vous partage dès qu'on a déjà les prochaines séances confirmées. Donc, je vous laisse au cas où
aussi nos coordonnées, donc les coordonnées de Florence et les miennes. Si vous avez des questions, des commentaires ou des invitations intéressantes, on est prêt à vous écouter. Merci tout le monde. Merci, Catherine. Merci beaucoup.